Aujourd'hui, nous allons parler finances et je vais partager avec toi 12 règles que j'ai mises en place pour augmenter mon argent. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 12e règle est incontournable et d'ailleurs, à ce propos, j'ai un cadeau pour toi. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Ici, je te parle argent, finance, budget, épargne, mindset, positivité, de manière à t'aider à faire gonfler ton compte en banque de manière très concrète et très fun. Donc, si l'argent c'est un sujet pour toi, tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge surtout pas, abonne-toi car cette chaîne est pour toi. Donc, parlons finances. Lorsque j'ai décidé d'augmenter mes finances, j'ai dû mettre en place pas mal de leviers. Et je vais partager avec toi 12 de ces règles que je m'astreins jusqu'au jour d'aujourd'hui à respecter pour voir mon argent augmenter de jour en jour. Première de ces règles, je ne place jamais mon avenir financier sur un livret A, comme la plupart des Français le font. Parce que même avec un niveau de rémunération de 3% depuis quelques semaines maintenant, tu ne pourras jamais t'enrichir et augmenter tes finances de manière significative avec le livret A. Dépendamment de l'âge auquel tu souscris ton livret A, tu auras un certain montant à mettre pour pouvoir augmenter tes finances et avec le livret A, tu n'obtiendras jamais la vraie richesse, la vraie liberté financière, tout simplement parce que dans un premier temps, le livret A est plafonné, il est plafonné à quelque chose comme 23 000 euros, je crois, et dans un second temps, il est trop souvent fluctuable, on va dire, parce que c'est le gouvernement qui fixe le niveau d'intérêt du livret A et ça varie en fonction de l'inflation. Alors, tu vas me dire, ouais, mais en ce moment, c'est super bien rémunéré, c'est passé de 0,5 à 3%, c'est super, c'est la Dolce Vita, c'est la belle vie, etc., etc. Eh ben non, tout simplement parce que en ce moment, nous avons une inflation qui est entre 6 et 7%, n'est-ce pas? Le taux de rémunération du livret A étant à 3%, de toute manière, tu perds toujours de l'argent. C'est sûr que tu en perds moins que si tu n'avais rien ou que si ton argent était placé sur un compte rémunéré, mais tu perds quand même. Donc, le livret A pour un avenir financier, pour moi, c'est no way. À côté du livret A, tu peux avoir vraiment là des rentabilités importantes qui dépassent le taux de l'inflation, que ce soit en bourse, que ce soit dans certaines niches de l'immobilier, ou alors en investissant dans un business model rentable, dans une boîte qui performe et qui a des niveaux de rentabilité à 2 chiffres. Je ne conseille pas le livret A, à part pour la règle numéro 2, qui est l'épargne de sécurité. Parce que oui, ton épargne de sécurité doit être accessible. Et comme tu y places de l'argent de manière à anticiper les aléas, les coups durs, les pètes de la vie, du coup, autant que cet argent soit rémunéré, même si c'est faiblement rémunéré. Je te recommande d'avoir au minimum 3 mois de charges mises de côté sur un compte d'épargne. Pour ma part, j'ai 6 mois, j'ai eu plus, mais je me suis servi de cet argent pour investir parce que ça n'a pas vraiment de sens d'avoir plus de 6 mois. Je sais que certaines personnes ont 1 an, d'autres personnes ont 3 ans d'avance de charge. Par exemple, si tes charges au total s'élèvent à 1 500 euros, donc tu multiplies 1 500 euros par 12, donc ça fait quelque chose comme 18 000 euros pour une année. Donc l'idée c'est d'arriver à avoir 9 000 euros idéalement. Si tu peux pas 9 000 euros, ben, à ce moment-là tu fais 4 500 euros, donc ça te fera 3 mois de charge. C'est très important d'avoir un compte d'épargne au cas où, comme je l'appelle. Tu peux aussi entendre parler de compte d'épargne de précaution. Moi je dis au cas où, bon la plupart du temps, Dieu merci, le au cas où n'arrive jamais. Pour moi c'est capital, c'est essentiel, c'est fondamental, c'est incontournable, tout simplement parce que moi je ne crois pas à l'État-providence. Si jamais il se passe quoi que ce soit, je ne compte pas sur le gouvernement pour m'aider, ni sur un tiers. C'est vrai qu'il y a la famille qui peut toujours te donner un coup de main, mais bon, eux aussi ils ont leurs charges, eux aussi ils ont leurs problèmes. Donc aide-toi toi-même, d'accord? Le ciel t'aidera aussi. Je te déconseille fortement, si tel est ton cas, de penser, même d'envisager que le gouvernement est ton papa et qu'il volera comme
une flèche à ton secours le moment venu. Ça ne se produira jamais. Et puis par ailleurs, le risque zéro n'existe pas. On a vu de grosses boîtes aux États-Unis mettre la clé sous la porte. On a vu des gens perdre leur maison. Qui aurait pensé que le Covid serait arrivé, aurait frappé le monde entier. La guerre en Ukraine, qui l'a vu pointer son nez. Enfin bref, nous vivons quand même dans un monde incertain. Le risque zéro n'existe pas pour tout le monde. Donc ça sert à rien de penser qu'on est à l'abri de quoi que ce soit. Personne n'est à l'abri de rien du tout. On essaye de prendre nos précautions dans la mesure du possible et de parer les coups. Troisième règle, c'est que je sais que je peux acheter tout ce que je veux. Je peux acheter tout ce qui est à ma disposition. Mais je ne le fais pas. D'ailleurs, toi aussi, tu peux acheter tout ce que tu veux en réalité. Tu veux une nouvelle voiture, demain, va voir ta banque, va voir le concessionnaire, va voir ta banque. Il y a de grandes chances qu'on te fasse le prêt. Tu veux voyager, tu trouveras toujours une agence de voyage qui va te faire des facilités de paiement. Tu veux t'acheter des vêtements, c'est quand tu veux. Tu commandes en ligne, tu mets ta carte bleue, tu payes. Tu veux manger chinois dans 20 minutes, tu appelles, tu commandes, tu payes au téléphone, on te livre ou tu passes chercher. Tu as besoin d'un nouvel appareil photo, Amazon Prime te le livre en 24 heures. En fait, on peut tout acheter très facilement, très rapidement. C'est le monde dans lequel nous vivons. Maintenant, j'ai intégré depuis belle lurette que tout ça, c'est de l'illusion, c'est illusoire. C'est comme un attrape-nigo pour t'inciter à dépenser ton argent. Pourquoi? Parce que toutes ces enseignes, toutes ces marques, tout ce qu'on te propose, en fait, c'est pas tellement ton bien-être, ta beauté ou ton bonheur qui importe pour eux. C'est ton porte-monnaie. En fait, toutes ces marques considèrent que ton argent est mieux dans leur poche plutôt que dans ta propre poche. Donc moi, j'ai compris ça. Mon argent, je le garde un maximum dans ma poche. C'est un tourbillon dans lequel je n'entre pas. Et si toutefois je cède à une envie, un truc que j'ai vu sur internet ou un achat coup de cœur ou peu importe, c'est parce que vraiment ça me fait plaisir. Mais pas parce que j'ai vu une super pub ou j'ai entendu une superbe phrase choc qui m'a poussé à me créer une envie que je n'avais pas avant. Jamais. On a tous trop de moyens de sollicitation et d'appels de phare pour pouvoir dépenser notre argent. C'est comme une spirale infernale. Tu ne dois pas tomber dans ce piège. Par moments, je regarde, moi je suis une fan de YouTube, donc je suis certaines influenceuses sur YouTube et il y en a vraiment, surtout les américaines. Alors les américaines, mon Dieu, c'est le pompon. Mais aussi quelques françaises, quand je vois tout ce qu'elles achètent, mais tout le temps quoi, elles sortent minimum 1 à 2 vidéos par semaine et à chaque vidéo, elles ont acheté des trucs. Je me dis mais qu'est-ce qu'elles font de tout ça? Est-ce que c'est pour donner du contenu à leur chaîne, ce qui est bof quand même? Est-ce qu'elles en ont vraiment besoin? Moi, je suis pas sûre, mais bon, après, c'est elles qui gèrent. Et finalement, qu'est-ce qu'elles font de tout ce stock d'objets qui s'accumule chez elles? J'ose espérer qu'elles ne jettent pas, qu'elles donnent ou qu'elles vendent sur Vinted ou Le Bon Coin, je sais pas. Mais à un moment donné, ta maison, c'est pas un hangar, c'est pas un endroit où tu stockes. J'avais une connaissance, elle était pas youtubeuse pourtant, mais elle passait son temps à acheter des trucs. Elle achetait tout le temps. Quand j'allais chez elle, donc elle se faisait un plaisir de me montrer ses placards, tout ce qu'elle avait encombré dans son garage, dans ses placards, etc. Et je voyais des boîtes de conserve, des gâteaux pour les enfants, plusieurs paquets de riz, plusieurs paquets de pâtes, des jus, des dizaines de boîtes de jus, mais les grands jus de 2 litres. Et pourtant, elle avait que 2 enfants. Je me dis, mais en fait, chez toi, c'est pas un magasin, tu vends pas de denrées alimentaires. Pourquoi tu vas déstocker le supermarché pour venir encombrer et stocker chez toi? Ça ne fait pas de sens en fait. Elle changeait de voiture tout le temps. Elle allait au restaurant, elle mangeait sur le pouce tout le temps avec ses enfants. Et un jour, j'ai essayé de lui dire, quand même, je lui ai dit, mais tu sais, tu devrais pas dépenser ton argent aussi facilement dans des choses que tu as déjà. Apprends à économiser. Et elle m'avait franchement envoyé paître. Je te mens pas.
Elle m'avait envoyé paître. Pas méchamment, mais envoyé paître quand même. Et depuis, je lui avais plus rien dit, mais ça me paraissait désolant. Et je pense qu'avec le temps, bon, je la vois plus, mais elle a dû comprendre que son argent, de toute façon, elle en a plus. Elle a juste son salaire avec beaucoup de dettes à côté. Toi qui me suis, je veux que tu saches, que tu comprennes que tu pourras jamais t'enrichir en fonctionnant comme ça. Et sache une fois pour toutes que tu auras toujours 1 milliard de sollicitations, 1 milliard de raisons autour de toi de dépenser ton argent. Par contre, tu ne trouveras que quelques moyens seulement d'en gagner. Alors, tu décides quoi? 4e règle, je n'écoute que les conseils, oui, exclusivement que les conseils des personnes qui ont réussi mieux que moi ce que moi je veux accomplir. C'est une règle chez moi. Là, on parle d'argent, donc je te dirais que je n'écoute que les conseils de ceux qui investissent en réalité. J'écoute pas les conseils de ceux qui me disent que c'est pas bien de faire ceci ou pas bien de faire cela alors que eux l'ont jamais fait. Je me rappelle la première fois où j'ai voulu mettre ma maison en location. Il y a un membre de ma famille qui m'a dit mais tu cherches vraiment les problèmes. Les locataires ça ne paye pas les loyers. On va te dégrader ta maison. Bon, je l'ai fait quand même parce que cette personne qui m'a dit ça n'a jamais investi dans l'immobilier, n'a pas de locataire et je n'ai jamais eu de problème de loyer impayé. Une fois pour cette maison-là, j'ai eu un locataire qui a eu un problème de trésorerie parce que il avait une boîte en fait et l'une de ses clientes l'a planté sur un contrat qu'il avait signé. En fait, elle l'a pas payé. Et à cause de ça, il a eu du retard dans le paiement de son loyer. Et en fait, il m'a dit, je vais devoir partir parce que ça m'a vraiment mis à mal. Et il est parti. Donc, ça s'est solutionné à l'amiable en fait. Dire qu'un locataire ne paye pas son loyer, c'est manquer de respect à tous les locataires qui payent honnêtement et tous les mois leur loyer. Moi, je ne connais personne ou alors des gens que je connais mais sans les côtoyer qui ne payent pas leur loyer. Donc j'écoute les gens qui investissent, qui savent faire fructifier leur argent. J'écoute les multimillionnaires, oui j'en connais, et y compris en Guadeloupe parce qu'en Guadeloupe il y en a aussi. 5e règle, très importante et je m'applique encore aujourd'hui, c'est que j'applique la règle des 72 heures. C'est-à-dire que lorsque je vois quelque chose en boutique ou en ligne ou peu importe, lorsqu'on me parle d'une super offre qu'on peut trouver dans tel ou tel magasin, je me donne 72 heures pour y penser. Si au bout de 3 jours, j'y pense encore, ouais, soit je vais voir, soit je vais l'acheter ou soit je commande. Mais la plupart du temps, je n'y pense plus. Donc ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Et je te conseille d'appliquer cette règle, tu verras, ça marche. Par exemple, tu es en train de te balader dans une galerie marchande et tu vois une super robe, tu te dis, oui, c'est la robe de ma vie, elle est trop belle, elle m'ira trop bien. Tu rentres dans le magasin, tu l'essayes, tu regardes comment elle te va. Si elle te va pas, bon ben l'affaire est réglée, tu l'achètes pas. Mais si elle te va bien et qu'elle te fait vraiment envie, tu ne l'achètes pas. Tu ressors du magasin et tu t'accordes 3 jours, 72 heures pour y penser. Si au terme de ces 72 heures écoulées, tu y penses encore, ouais, le 4e jour, tu peux aller l'acheter. Mais tu vas t'apercevoir que la plupart du temps, tu n'y penseras plus. Il y a un exemple qui me vient en tête. Quand les Power Beats sont sortis, en fait, j'ai trouvé ça mais génialissime. J'ai trop aimé. Et en fait, je me rappelle que le jour même quand j'ai vu ça, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Power Beats, c'est ça en fait, c'est un boîtier comme ça et tu as des écouteurs, ça fait un moment que c'est sorti hein, et tu mets comme ça, c'est super discret, donc tu vois là ça s'est connecté donc c'est le son de la vidéo va passer par les écouteurs et quand tu es au téléphone par exemple, souvent on pense que tu parles toute seule ou tu peux écouter ta musique. En fait, c'est super pratique. Bref. Tout ça pour te dire que le jour où c'est sorti, j'ai couru, je me suis précipitée dans notre Apple Store en Guadeloupe et j'ai regardé. J'ai dit non, mais c'est trop génial. C'est génial. Mais j'ai pas acheté. Non, j'ai pas acheté. En fait, je les ai achetés 6 mois après. 6 mois. Ouais. Tout ça pour te dire que moi, je ne fais pas d'achat coup de cœur. J'achète ce qui me fait vraiment plaisir. Et comme je connais la nature humaine, je me sonde et je me teste à travers cette règle de 72 heures, voire même plus, pour vérifier si
j'en ai vraiment envie. Si j'en ai vraiment envie, j'achète. Sixième règle, c'est que j'ai appris à me faire confiance et à croire en moi. Tout simplement parce que si tu veux faire fructifier ton argent, si tu veux augmenter tes revenus, si tu veux investir, il faudra que tu aies ce niveau de confiance en soi pour finalement dédramatiser l'argent, comprendre que l'argent c'est un moyen. Quand tu investis, le risque zéro n'existant pas, tu pars du présupposé que oui, tu peux perdre ton argent. Donc il y a plusieurs moyens d'éviter la banqueroute quand même. Donc par exemple, en bourse, je ne mets pas l'argent dont j'ai besoin à court moyen terme. Je ne mets pas l'argent qui est essentiel pour moi. Par exemple, l'argent des enfants, l'argent dont j'ai besoin pour effectuer tel achat, par exemple m'acheter un ordinateur ou que sais-je. Je mets l'argent, exclusivement l'argent dont je n'ai pas besoin immédiatement. Ça veut dire que si d'aventure il y avait un crash boursier, c'est pas que je serais pas dégoûtée, c'est pas vrai, mais ça te fait moins mal que si tu as mis l'argent des études de tes enfants, parce que c'est comme si tu mettais l'argent des études de tes enfants et que après il disparaissait, même si la probabilité est infime, ben, tu t'en voudrais à vie. Et du coup, lorsqu'on a moins confiance en soi, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te donne pas mal de clés pour booster ta confiance en soi, donc je t'invite, je vais la mettre là. Donc je t'invite à aller la regarder après cette vidéo. En fait, lorsque on a moins confiance en soi ou lorsqu'on n'a pas du tout confiance en soi, on sera comme tétanisé à l'idée d'investir son argent parce qu'il y aura plein de questionnements, il y aura plein de doutes, de peurs. Ouais, mais si je perdais l'argent, et si, et finalement on est tétanisé, on fait rien. Et puis, si il t'arrive par exemple, de foirer un investissement, ça n'a pas marché, ça a loupé, tu as perdu ton argent, mais en fait, si tu as réalisé d'autres investissements avant ça qui ont marché, ben pourquoi tu t'arrêterais sur cet échec? Ben, tu continues. Donald Trump a fait banqueroute 2 fois. Et à chaque fois qu'il a fait banqueroute, donc la première fois, il est redevenu riche, plus riche que qu'avant la première banqueroute. Il a à nouveau tout perdu et il a récupéré sa fortune en étant plus riche que avant la deuxième banqueroute. Donc tout ça pour te dire que l'argent, c'est un mindset. C'est un état d'esprit à avoir. Lorsque tu as le bon état d'esprit, lorsque tu as le bon réglage au niveau de tes pensées, de tes croyances et des stratégies que tu mets en place par rapport à l'argent, même si tu perds ton argent, tu vas le refaire puisque tu connais déjà la connaissance. Personne ne peut te voler ça. À partir du moment où ton cerveau est en bon état de marche, en bon état de fonctionnement, la connaissance, ton savoir, ce qui est acquis, ben, on peut pas te le prendre, on peut pas te le voler, tu peux pas le perdre. 7e règle, face à une opportunité aussi bonne soit-elle, je me pose 2 questions. Est-ce que ça correspond à mon profil et est-ce que ça correspond à mes envies? Pourquoi? Parce qu'en face de toute opportunité, il y a un profil et il y a une envie. Moi, je te dis que l'immobilier, ça rapporte. L'immobilier, ça a changé ma vie et c'est ce qui m'a permis de m'enrichir. Après, tout le monde n'aime pas l'immobilier et c'est OK. Moi, je connais une fille, une investisseuse, elle a 0 bien immobilier. Tout son argent passe en investissement en bourse et crypto-monnaie. Et elle réussit excellemment, c'est son truc. La bourse, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Mais c'est quand même moins mon truc. Je suis moins assidue, je suis moins focus dessus que l'immobilier. Et pour aller plus loin, même dans l'immobilier, il y a des niches que j'aime pas trop. Pour la petite histoire, j'avais 2 appartements que je louais en saisonnier. Alors, avec des rentabilités de dingue, hein, des rentabilités à 2 chiffres. C'était minimum 20%, 24%. Des fois, j'explosais la rentabilité lorsqu'on était en haute saison en Guadeloupe. C'était avant le Covid. Mais ça m'a saoulée, j'en avais marre. J'avais plus de vie. C'était pas mon truc. C'était trop chronophage. J'en avais marre des gens qui râlaient. Des gens qui râlaient pour râler. La bouteille d'eau n'est pas suffisamment rafraîchie à leur arrivée. Les fruits ne sont pas cueillis juste 10 minutes avant leur arrivée. Les petits snacks, ils auraient préféré goût fromage plutôt que goût pizza. Enfin, moi, J'étais saoulée.
saoulée. Donc, j'ai reconverti ces appartements en meublés. Aussi simple que ça. Tu vas me dire, ouais, mais tu aurais pu mettre dans les mains d'une agence qui t'aurait tout fait à ta place, qui aurait géré le check-in, le check-out pour toi, qui aurait fait le ménage pour toi. Ben oui, c'est vrai. J'aurais même pu payer une commission à cette agence. C'est pas ça qui m'aurait embêté. Je crois que le point le plus pénible, c'est d'avoir affaire à des gens qui râlent tout le temps, qui sont jamais contents en réalité. Moi, j'en étais arrivée à me dire, bon, ben, puisque c'est comme ça, je mets plus de snacks. Donc, en fait, bon, j'ai laissé tomber. Voilà. En fait, c'est moi. D'autres auraient persévéré, auraient trouvé des palliatifs, auraient mis en place d'autres choses, auraient mis une boîte à clés, bien que pour mes appartements, c'était pas possible. Mais bref, auraient déployé leur système D, leur créativité, et ça, c'est tout à leur honneur. Moi, j'avais même pas envie, j'avais juste pas envie, je voulais pas. Donc, c'est pour te dire que face à chaque opportunité de gagner de l'argent, tu as un profil. Est-ce que tu corresponds au profil? Et tu as une envie. Est-ce que tu as envie de faire ça? 8e règle, je ne mets jamais mes œufs dans le même panier. Je t'ai dit, je ne mets pas mes œufs dans le même panier. Jamais. Never. Ever. Pourquoi? Parce que cette manière de faire, de diversifier ses sources d'investissement, c'est une manière aussi de prévenir le risque, de le réduire et de diversifier tes revenus. Parce que si tu as une seule et même source d'investissement et que cette source t'arrive pour une raison ou une autre, je vais te donner un exemple, mais en fait, tes revenus, aussi passifs soient-ils, vont s'amoindrir, voire même disparaître. Je connais quelqu'un qui investissait dans l'immobilier, mais qui n'investissait que dans la location saisonnière. Et bien, quand le Covid est arrivé, devine ce qui s'est passé. Zéro réservation, normal, plus personne bougeait, tout le monde était confiné, donc aucun voyage en Guadeloupe, ni même ailleurs, ni nulle part dans le monde. Et le crédit continue de courir, c'est ça le truc. Donc ça veut dire que tu as un investissement que tu payes, mais qui ne te rapporte rien. Donc moi, je préconise d'investir dans, si c'est l'immobilier, ton truc, d'investir dans plusieurs niches de l'immobilier. Donc le nu, le meublé, la colocation, les locaux commerciaux, les bureaux partagés, il y a plein de niches super sympas et très rentables. 9e règle que je m'applique, c'est que je ne démarre jamais un nouveau business sans m'être formé au préalable. Jamais. Tout simplement parce que tu ne pourras jamais faire, moi y compris, on ne peut jamais faire quelque chose qu'on ne sait pas faire. Quelque chose qu'on ne t'a jamais appris, qu'on ne t'a jamais montré et dont on ne t'a jamais parlé. On ne t'a pas expliqué comment ça marche. Comment veux-tu bien faire? C'est pas possible. Donc, même pour créer cette chaîne YouTube, je me suis formée, mon ami. Oui, je me suis formée. J'ai payé la formation et ensuite, j'ai appliqué la formation. Et j'ai même l'intention de planifier dans mon agenda, de regarder à nouveau la formation, puisque c'est une formation en ligne, de regarder à nouveau la formation pour voir si tous mes points sont checkés, s'il y a des éléments que j'ai pas oubliés. La formation dans un nouveau business m'amène tout droit à la règle numéro 10 à laquelle je m'astreins, c'est que je mise petit pour tout nouveau business. C'est-à-dire que, mettons, je veux lancer une boutique de dropshipping. Pourquoi je vais tout de suite aller acheter 5000 € de produits à vendre dans ma boutique en ligne? Je ferai pas ça. Je ferai pas ça. Tout simplement parce que j'ai besoin de tester mon marché. Même si je sais que le produit se vendra, même si j'ai l'intuition, je vois autour de moi par rapport à l'étude de marché que j'ai faite, que c'est un produit tendance, que c'est un produit qui est demandé, que c'est un produit qui est attendu, que c'est un produit qui se vend. Mais j'ai besoin de tester en réalité quand même parce qu'une étude de marché, c'est une étude de marché. Donc je vais commencer par en acheter peut-être pour 500 €. Je teste, ça marche. Je scale, j'achète peut-être 1500. Ça marche, ok, super, je continue 2500. 4000, après 5000, pourquoi pas 10 000, mais ça sera sur la durée en fait, pas tout de suite. Comme ça, si d'aventure, ton business plan ou l'étude de marché que tu avais faite en amont foire, tu vas perdre une petite somme. C'est pas que tu seras pas dégoûté, mais tu seras quand même moins dégoûté. 11e règle, c'est que je n'investis jamais mon argent si j'ai pas un plan. Il faut que j'ai un plan et il faut que j'ai un retour sur investissement, le fameux ROI. Si j'ai pas ça, je ne mets pas mon argent. C'est-à-dire que si j'ai besoin
me retirer, si j'ai besoin de sortir du game, il faut que je sache comment je récupère mon argent. Que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit dans un business physique, que ce soit dans un business en ligne, j'ai besoin de comprendre et de savoir comment je peux récupérer mon argent si je sors. Bon, de toute façon, si c'est pas rentable, je n'y vais pas. Mais supposons que tu avais une bonne perspective de rentabilité et que finalement la rentabilité est pas top. Et que finalement, t'as pas checké en amont comment tu récupères tes billes. T'as pas levé cet inconnu. Comment tu fais? La rentabilité est pas top, mais la rentabilité va sûrement continuer à décroître jusqu'à ce que tu perdes tout ton argent en fait. Si tu investis ton argent dans un business, et on voit beaucoup de choses qui circulent sur le net et je t'invite, je t'encourage fortement, vraiment, à faire très attention à ce qu'on te propose, notamment ce que tu vois passer sur Internet. Si tu sais pas, si tu n'as pas compris comment tu peux récupérer ton argent, c'est veto, n'y va pas. Imagine que tu as un sac de riz de 10 kilos et qu'on te demande de retrouver dans ce sac de riz le grain de riz noir. Comment tu fais? Comment tu fais? En fait, c'est exactement la même chose quand tu mets ton argent dans un plan et tu ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ou ce que tu devras faire, la solution qu'on te propose pour récupérer ton argent au cas où. Deuxième règle, dernière règle, j'ai un budget. Et oui, le voilà encore, le budget. Oui, j'ai un budget et je m'y tiens, mon ami. Je t'encourage à en faire de même, c'est super important. Ça me permet de planifier mes dépenses. Alors, les dépenses du mois, du quotidien, etc., ça c'est sûr. Mais toutes les autres dépenses aussi. Les voyages, les virées entre amis. Des fois, on se rend à un hôtel ou des gîtes entre amis. Mais c'est quand même des sommes qui vont sortir d'un seul coup parce qu'il faut faire la réservation, il faut se restaurer, il faut des fois faire des activités. Tu dois avoir le budget pour ce budget-là. Tu ne peux le constituer que si tu as un budget global en amont. Si tu veux faire un voyage, si tu veux faire le tour du monde, ça se budgétise, mais l'argent, tu le tires d'où? Tu le tires de ton budget. Et en fait, quand tu adoptes cette règle de budgétiser et de planifier tes dépenses, notamment tes grosses dépenses, tu verras que facilement, tu diras non à certaines propositions ou à certains achats, à certaines dépenses pour pouvoir dire oui plus tard à ce que tu veux vraiment. Le petit cadeau que je t'ai promis, c'est que je t'ai mis un budget super simplifié, un feuillet pour t'aider justement à budgétiser si tu ne sais pas comment t'y prendre. Je t'invite à aller en barre de description pour pouvoir le télécharger. C'est gratuit. Pour ma part, j'espère que ces règles que je m'astreins à suivre depuis des années maintenant t'ont aidé. Dis-moi en commentaire laquelle de ces règles t'a le plus parlé ou laquelle de ces règles te paraît le plus difficile à mettre en place. Je me ferai un plaisir de te lire dans la zone des commentaires. Pense à liker, à partager cette vidéo partout autour de toi, dans tes groupes WhatsApp, tes groupes familiaux, sur Telegram, Instagram, etc., sur Facebook aussi. Comme ça, YouTube verra que je fais du bon contenu pour toi et va booster la chaîne. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Je te dis à tout de suite sur Instagram, sur mon compte Lucila Léon Félix Coaching. Sinon, à mercredi et samedi pour de nouvelles aventures financières ici même sur YouTube.